Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. Parce qu'entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Notre émission présente des entrepreneurs, mais pas que. Des gens, des hommes, des femmes. Non, c'est un peu court, un peu simple. Nietzsche nous aurait enjoint à devenir des artistes philosophes ou des philosophes artistes. C'est ce que sont nos invités. Ils apportent un regard sur l'homme et la société et initient des débats tant sur la connaissance, l'esthétique que l'éthique, sur la manière de vivre ensemble. L'énergie de nos invités défie toute norme. Après la fin de l'histoire et la mort des idéologies, la fin des croyances et des révolutions, ils nous font entrer dans l'ère de l'évolution positive, du désir, de l'éros, du retour aux interrogations fondamentales, essentielles, du renouveau des rêves et des idéaux, de la réalisation et des engagements individuels et collectifs. Notre émission représente ce changement des manières de voir, de penser et d'agir, comme aurait dit Durkheim. Hors des dogmes, nous mettons en lumière des gens ordinaires ou extraordinaires, aux idées et aux comportements simplement humains, doux, beaux, tendres, montrant que nous pouvons faire de nos vies un art, être les créateurs de nos existences, changer le monde et bâtir ensemble une humanité meilleure, car ensemble tout devient possible et que le changement, c'est maintenant. Vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Aujourd'hui, nous allons faire une plongée en un moi-monde, non pas réducteur et narcissique, mais un universel, un comme un. Pour cela, nous recevons Olivier Douville, psychanalyste, anthropologue, directeur de publication de la revue Psychologie Clinique. Ça nous change de Psychologie Magazine, maître de conférences, chercheur, graphomane, blogueur, conférencier. Vous vous définissez comme psychanalyste globe-trotteur, voyageur parmi les mondes, écrivain potable par moments, arpenteur des escaliers des songes plus ou moins éveillés. Vous êtes également passionné de jazz, d'art, de photo, de cinéma, d'Afrique, de Chine, de Brésil, passionné par l'homme et son développement, par les civilisations. Anis Roma Somorobedi, ikakene. Kakane mba. Somorobedi. Basitaramba. Bah. Alors là, vous aurez reconnu un début de salutation Bambara. Absolument, oui, tout à fait. Donc, Olivier Douville, vous êtes Bambara, mais pas que. Ah, c'est mes amis Bambara qui disent que je suis Bambara, et comme on n'est jamais mieux placé pour définir qui on est que de faire confiance aux autres, je suis Bambara. Alors, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Rien que ça. Je suis psychanalyste depuis 1988. Je me suis décidé à m'installer dans mon cabinet. Je travaillais bien avant en hôpital psychiatrique. Ma formation est marquée par le voyage, puisque mes premiers patients, c'était il y a longtemps. À la fin des années 70 en Afrique, à Dakar, j'étais véritablement tout jeune, tout petit dans le métier. Voilà, d'où on vient toujours de points de son histoire qu'on rencontre, qu'on retrouve, qu'on avait oublié, qui nous reviennent. C'est quoi cette histoire d'ailleurs ? Oh, c'est l'histoire assez... L'enfance, l'adolescence. Oh, tout ça, vous voulez savoir tout ça. Écoutez, c'est une enfance, une adolescence plutôt ordinaire, dans un milieu relativement aisé, qui aimait bien se couper du monde. Une histoire marquée par beaucoup de déplacements. Je n'ai pas... plusieurs résidences successives, au gré des itinéraires professionnels de mes parents, enfin de mon père. C'est une histoire marquée par beaucoup de choses, bien sûr. Je ne vais pas tout détailler, loin de là, mais
Je veux dire qu'il y avait un appel à l'ailleurs, il y avait un appel au grand départ, comme ça, des deux côtés, des deux lignées. Une ascendance corse par ma grand-mère qui m'a donné sans doute le goût des langues étrangères, une histoire perdue un peu dans l'Asie profonde, la Thaïlande, le Siam, du côté de ma mère. Des traces d'étrangers, des traces de parler différents, auxquels je me suis montré réceptif, avec gourmandise. Et une volonté de voyage, de départ, de délectation de cet ailleurs pourquoi? Pour où? C'est où cet ailleurs? C'est un autre soi? C'est un vers quelque chose, vers l'autre, vers soi? Non, je ne peux pas réduire l'ailleurs à un autre soi. L'ailleurs, c'est un lieu extrêmement paradoxal. C'est l'expérience d'un décentrement. On est en face de gens visiblement autres, des coutumes différentes, etc. On en fait beaucoup de tartines, du reste, sur la différence culturelle. Et puis en même temps, ça a un effet de lever, ça nous ramène à des parties de nous-mêmes qu'on ignorait, qui étaient perdues de vue dans la banalité ordinaire de l'existence. L'ailleurs est un lieu tout à fait paradoxal. Et alors vous y avez découvert quoi? Vous y avez rencontré qui dans cet ailleurs? Dans ces ailleurs? Dans ces ailleurs. C'était où d'ailleurs? Mon premier grand voyage, c'était à Nouvelle-Orléans. À Nouvelle-Orléans, quand j'étais très jeune, il y avait c'était un lieu très important pour moi, puisque la rencontre du jazz à l'âge de 16 ans a complètement bouleversé mon rapport à l'esthétique, au rythme, au corps. Je suis devenu très vite passionné de jazz, ayant entendu la musique de Duke Ellington, qui accompagnait un documentaire de Jean Painlevé. C'est à la fois un homme de science, poète, un regard aiguisé, par sa rigueur et par sa sensibilité à la poésie. Il avait fait, puisque la poésie est un nom absolu de la rigueur, il avait fait un documentaire sur la chauve-souris vampire, n'est-ce pas? Et il avait intercalé dans son documentaire des extraits du film de Murnau, Nosferatu, qui est un film absolument sublime, une beauté, enfin c'est pas un film gore du tout, c'est vraiment un film sur l'ailleurs, sur l'autre scène, quoi. Et il sonorisait de temps en temps son reportage par des extraits d'un disque de Duke Ellington gravé il y a fort longtemps, puisque c'était en 1926 que Duke était tout jeune, il n'avait pas 30 ans à l'époque, et ces jeunes musiciens enregistraient la Black and Tan Fantasy. J'ai su bien après que Black and Tan désignait tout simplement et tout heureusement des établissements qui ne pratiquaient pas la ségrégation, où les Noirs comme les Blancs pouvaient écouter du jazz et être admis sans trop de difficultés, voire sans difficulté aucune. Dès les années 30. Il y avait très peu d'établissements de cet ordre. Il y en a un qui est resté un peu fameux parce qu'un grand trompettiste, Bubber Miley, a joué avec un grand drummer de Tin Singleton. C'est le Lafayette Theatre à New York, mais il y avait très peu d'établissements de cet ordre. On les appelait Black and Tan. Et qu'est-ce que le jazz vous a appris? En quoi c'est une découverte sublime? En quoi ça change votre vision du monde? Ou qu'est-ce que ça aligne par rapport à vous? Le jazz, c'est une expérience de corps. C'est une expérience de corps. Alors, il y a toute la mémoire du jazz qui est une mémoire de survie, de survivant. C'est un art de survivants, mais de plus, de survivants qui vont devenir de plus en plus acteurs des mondes culturels et politiques au sein desquels ils sont immergés ou qu'ils provoquent. Quand j'ai commencé à écouter du jazz, mis à part cette première période de Duke Ellington, j'écoutais à peu près en même temps les vieux disques, très vieux, 1923, de King Oliver et Louis Armstrong. Louis Armstrong était à l'école du premier grand trompettiste de jazz, on veut dire, King Oliver. Et j'écoutais aussi ce qui était du dernier cri, si je puis dire, les disques d'un saxophoniste de free jazz, Albert Heller, avec un son énorme, un charme pour les mélodies simples, mais qu'il exaltait, quoi. Et j'avais l'impression que c'était la même musique. Alors que si j'écoute, par exemple, des jeunes gens, plus ou moins jeunes, réciter laborieusement leur abécédaire New Orleans, j'ai l'impression d'une musique qui n'a pas beaucoup de raison d'être, mais je suis évidemment très sévère, peut-être trop. En fait, je parle d'un appel au corps qui est dans le jazz, d'un appel au rythme,
et d'un appel à une espèce de mémoire comme ça, de mémoire de survivance qui est certainement, bien évidemment, complètement moulée dans l'histoire de l'esclavage et dans l'histoire de la composante afro-américaine de la population des États-Unis, mais qui peut être une leçon pour tout le monde. Et un appel pour tout le monde. John Hooker disait, par exemple, je me souviens de cela, que le jazz était comme un arbre qui avait ses racines au cœur même du peuple noir des États-Unis d'Amérique, mais qui étendait ses branches sur l'humanité entière. Donc assez vite, je me suis, même si j'idolâtrais King Oliver, Louis Armstrong, Duke, Baber Miley, Gerald Morton, Billy et quelques autres, bien sûr, je ne vais pas faire une liste, on a toujours un peu ce défaut quand on aime le jazz, on fait des listes. On peut retrouver de toute façon vos goûts musicaux sur une radio que vous avez créée sur Internet. Oui, c'est ça, sur mon site. Exactement. Sur mon site, je mets les disques qui me tiennent à cœur, quoi. Voilà. J'écoute régulièrement et c'est très bon. Voilà. Nos auditeurs, merci. On peut chaudement leur recommander. Alors, rendons quand même à César, ce qui est aussi à César, ce site et cette sélection de jazz, la plupart du temps, ce sont mes choix, mais ça a été fait avec un ami qui est Fred Sixou, qui a construit ce site. J'en serais pour ma part tout à fait incapable, et qui lui a aussi le jazz au cœur. Absolument. Alors, le jazz, une passion, on s'en rend compte ? Oui, j'ai même essayé de jouer du piano dans... Alors, je connais 2-3 trucs de blues et de boogie, mais franchement, il est heureux qu'il n'y ait pas de piano dans ce studio d'enregistrement. Ce serait un moment faible de notre entretien. Mais ça m'a poussé à aller jouer du piano, et pendant quelques années, je suivais des cours avec un type qui avait une densité humaine et musicale hors du commun, qui est le pianiste antillais Michel Sardabi. D'accord. Ouais, et il m'a appris 2-3 choses. Il habitait vers Pigalle, à Pigalle, même rue de l'Élysée des Beaux-Arts, c'est un autre nom maintenant. Il y avait un piano magnifique, bien sûr, Michel Sardabi. Mais il y a des années de cela, il m'a appris quelques rudiments, voilà. Alors, le jazz, une passion, l'art en général aussi, la culture, comment tout ça s'agrège et se lie à la psychanalyse et à la psychologie clinique, à la découverte des autres cultures, à l'ethnopsychiatrie, à l'anthropologie, bref, à tout ce que vous êtes actuellement. Oui, et qui fait l'objet d'ailleurs de ce livre, qui est un recueil de papiers de recherche, qui s'appelle Création et inconscient, le dire de l'œuvre. Oui, c'est un numéro qui a été coordonné à l'aide de contributions que 2 étudiantes remarquables de l'université Paris 7, c'est-à-dire Graciela Prieto d'une part, d'autre part Yulia Popova, elles avaient organisé une journée sur cette thématique, et cette journée a donné naissance à quelques articles qu'on retrouve ici, puis il y a d'autres articles qui sont venus d'autres sources. Alors, qu'est-ce qu'on explore justement en matière de création, d'inconscient, d'artiste, de représentation de l'œuvre, du processus de création en lui-même ? À l'intérieur, on s'intéresse tant à l'art contemporain, à l'art brut, à la poésie, au théâtre, à la danse, à la peinture, aux installations de Ligia Clark. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'art et sur les artistes ? C'est quoi l'art ? C'est quoi les artistes ? D'accord. Écoutez, vous m'avez posé une question qui est restée en suspens, à laquelle je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir répondre, qui est de savoir comment tout se lie, comment ça s'agrège pour l'art, l'autre, l'ethnopsychiatrie, etc. Bon, je vais tenter de répondre, non d'une façon définitive et close, parce que d'abord, ça n'a aucun sens, c'est volé, ça n'a aucun sens, mais dire que la psychanalyse La psychanalyse ne va tenir le coup actuellement qu'en s'accrochant à ce qu'elle n'est pas. Dire en entreprenant des dialogues de plus en plus rigoureux, précis, avec certains domaines, l'art, la poétique, la science, l'anthropologie. Voilà. Vous militez pour ça d'ailleurs, que dans le cursus psychologique et psychanalytique, on introduise l'anthropologie. Ah oui, alors là, moi je suis sidéré de voir la place extrêmement racornie qui est faite au dialogue avec les anthropologues dans les études de psychologie. C'est déjà bien beau qu'il y ait des enseignements qui portent sur les théories anthropologiques de Freud, mais il n'y a pratiquement rien
comme dialogue actuel avec les anthropologues. C'est une chose du reste dont j'ai souffert, parce que cet enseignement m'a été retiré à Nanterre par des gens assez obtus, je peux le dire comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça n'a aucun intérêt maintenant, et que heureusement à Paris 7 j'ai pu le continuer. Mais je considère que l'expérience de la rencontre avec l'autre n'est pas un divertissement, c'est pas du folklore. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'aucune vision du monde n'est close, qu'aucune culture n'apporte de solution définitive à la joie et au malaise d'exister, qu'il y a toujours une part de travers anomique en chacun par rapport aux grandes solutions culturelles, que nous sommes tous dans des mondes en mouvement. Ça ne veut pas dire nécessairement des mouvements agréables, ça peut être des mouvements très contraignants, et qu'il y a des logiques de globalisation dans le monde, et qu'il faut essayer de comprendre comment, dans ces logiques-là, un sujet peut dire ses espoirs, peut dire sa souffrance, peut dire ses idéaux, peut dire sa détresse, et peut être un acteur de changement. Pour en venir à l'anthropologie, par exemple, si je prends un paysan Bambara, ou un pêcheur bozo, mais restons avec le paysan Bambara, je pourrais faire une anthropologie très, très précise, qui va cerner les mythologies qui soutiennent son rapport à la terre, les mythologies et les rituels qui lui ont permis d'utiliser tel instrument ou tel matériel, le fer, par exemple. Mais d'un autre côté, je sais bien que sa survie, elle dépend du cours des matières premières sur les marchés mondiaux. Alors, où elle se situe, l'anthropologie ? Est-ce que je peux continuer à penser que les cultures sont comme des espèces de tableaux séparés par des cadres, espacés les unes des autres ? Ce n'est pas faux, mais en même temps, je dois me rendre compte que le destin des hommes se joue dans des logiques qui sont mondiales, qui sont globales. Si je fais l'impasse là-dessus, je risque de verser dans une espèce de folklore nostalgique et sans probant. Voilà, des choses comme ça qui m'importent. Le rapport à l'art, vous parlez du rapport à l'art. Quelle clé d'entrée est-ce, votre rapport à l'art, et qu'est-ce que ça nous apporte sur le monde ? Non, mon rapport à l'art, il est très simple. Je suis absolument fasciné par le beau style. J'ai mis du temps à m'acclimater qu'il y ait d'autres façons d'écrire que cette espèce de noble gentillesse du style classique français qui inclut l'autre. Pas du tout la rhétorique, par exemple, de la langue allemande, qui consacre la division du sujet et de l'objet. Voilà, et puis peu à peu, je me suis laissé gagner par des auteurs de commerce peut-être moins évidemment fluide, musical ou facile, comme Paul Celan, par exemple, Joyce, bien sûr. Et je pense que ça, c'est aussi lié, cette avancée, peut-être, ce goût pour d'autres façons d'écrire que celle qui se réfléchit admirablement dans le miroir d'une langue la plus pure possible, au point qu'on pourrait naïvement penser qu'il y a un génie de la langue, c'est quand même un peu excessif. Je pense que ça, c'est lié un peu à ma capacité d'être en phase avec le texte inconscient, d'être en phase avec le fait que notre vie consciente, le texte conscient de notre vie est toujours repose toujours sur d'autres textes, d'autres savoirs, le savoir inconscient. Alors que vous provoque l'Ulysse, par exemple, ou Joyce, ou cette écriture qui provoque effectivement, qui ouvre des portes qui ne sont pas celles du conscient, ni de la poésie quand je lis traditionnelle. Joyce ou Beckett, c'est paradoxal. C'est-à-dire que je ressens à la fois c'est présomptueux, mais je vais le dire parce que c'est mon sentiment. Pourquoi tricher ? Une façon de fraternité. De fraternité avec Kafka, avec Beckett, quelque chose où finalement je me sens proche de ce qu'ils expriment. Qu'est-ce qu'ils expriment justement ? Qu'est-ce qui vous touche à ce point-là ? Cet effort énorme, violent, mais qui est leur résidence même, cet effort énorme et violent, pour échapper à l'emprise de la langue maternelle, pour échapper à l'emprise
de la culture conventionnelle, pour échapper à l'emprise du risque de fadaise qu'il y a dans l'idée de bien dire et de bien écrire. Voilà. À quoi avez-vous échappé, vous, d'ailleurs, grâce à l'art ou à d'autres choses ? Je ne sais pas si j'ai échappé. Je pense que, plus exactement, je pourrais dire échappé. Que oui, d'abord c'est une échappée, d'une, et que d'autre part, mon rapport à l'art, c'est ce qui permet de donner une certaine profondeur de champ à l'existence. Enfin, c'est un peu une banalité ce que je raconte, mais je ne pense pas que le rapport à l'art soit un échappatoire. Je pense que c'est une dimension complètement essentielle de l'humain, de créer quelque chose qui ne rentre pas dans les logiques de l'utilité, de rêver les puissances, de rêver puissamment le monde, non pas pour s'en échapper, mais pour pouvoir l'habiter. Je crois que c'est très difficile d'habiter le monde s'il n'y a pas l'art. Rêver le monde pour l'habiter. Oui. Est-ce que c'est ce qui amène justement Rimbaud à dire être un inventeur d'inconnus ? C'est à ça que permet le monde, l'art ? Je pense que l'itinéraire de Rimbaud est un itinéraire extrêmement parlant pour nous. C'est vraiment le sujet moderne par excellence. L'impatience à trouver le lieu, à trouver la formule, la nécessité toujours de réinventer l'amour, ce goût du risque qui n'a rien à voir avec un culte débile de la performance. On a chez Rimbaud le sujet moderne, tendre, agressif, conquérant, faisant de son travail un réel travail. Lorsque Rimbaud écrit que la main à la plume vaut autant que la main à la charrue, ce dont se sont souvenus, vaut autant, je ne sais plus très bien, ce dont se sont souvenus la deuxième ou troisième génération de surréalistes français, il ne se définit pas comme un plumitif, mais comme quelqu'un qui trace son sillon sur la terre de la langue, la terre du rêve. Qu'est-ce que vous labourez, vous ? Quelle terre vous labourez ? Vous ensemencez ? Vous créez ? Ensemencer, on verra bien. Quelle terre je laboure ? Je suis psychanalyste. Alors ça veut dire quoi ? D'abord dire je suis psychanalyste, c'est une drôle de phrase, parce qu'au moment où je vous parle, je ne suis pas psychanalyste. Bon, il y a des actes psychanalytiques, d'interprétation, de laisser assez loin le sujet qui est en analyse à la rencontre de ce qui est le plus insoupçonné, peut-être parfois le plus féroce, le plus réel de lui-même. Pour aboutir à la rencontre avec quoi ou de quoi, d'ailleurs ? Pour aboutir à la rencontre avec ce qu'il a en lui de plus intime, et donc de plus horrifiant parfois, il faut le dire. Et pour aboutir aussi à la déconstruction de ce qu'il peut y avoir de tout à fait pénible dans le symptôme. Alors, et moi, qu'est-ce que je cherche à transmettre, après tout, c'est peut-être ça, parce que labourer, semer, etc., je ne sais pas. Oui, j'ai parlé de la métaphore de la terre, je comprends votre question. Qu'est-ce que je cherche à transmettre ? C'est cette responsabilité que nous avons de faire passer un rapport à l'inconscient. Alors que ce soit dans le soin, que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'invention de l'écriture, je crois que nous sommes responsables de cela, qu'une société, une culture qui ne voudrait plus rien connaître de l'inconscient est une société qui va vers une espèce de débilité, n'est-ce pas, graduelle, pénible, voilà. Alors à l'aune de l'histoire de la psychanalyse, finalement, des 100 et quelques années qu'on a de recul, oui. Comment est-ce que vous pouvez analyser l'évolution, on va reprendre un terme jungien, d'un inconscient ou de cet inconscient collectif ? Comment est-ce que ça évolue ? Non, je ne parle pas, moi, d'inconscient collectif. Je pense qu'il y a des rapports de chacun à l'inconscient. Je ne parle pas du tout en termes jungiens. En termes jungiens, on pense qu'il y a un inconscient collectif qui serait, au fond, je ne sais pas lequel, du reste, parce que Jung, on l'a très bien vu, faire des lignes de démarcation... à un moment, il fallait peut-être mieux pas, il fallait sans doute mieux pas, entre l'inconscient arien et l'inconscient juif, par exemple. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à parler de Jung. Je peux parler avec quelques Jungiens qui connaissent, qui savent quelque chose de leur histoire, pas tous. Maintenant, c'est pas tellement la question de l'inconscient collectif qui me taraude, moi. C'est quelle est la responsabilité que nous avons,
nous, d'accompagner des sujets lorsqu'ils veulent créer quelque chose à partir de ces forces vives qui ont trait à l'amour et au sexuel, et qui sont des forces dont généralement, par le fait de la censure individuelle et la censure sociale, le sujet ne veut rien savoir. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, si vous voulez. Hein. Or, qu'est-ce qui aurait changé ? Bon, beaucoup de choses ont changé que le psychanalyste n'est pas le mieux placé pour décrire, quand même. Il ne faut pas exagérer, nous ne sommes pas la métascience. Bon. Mais bien évidemment, l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes, voilà, par exemple, quelque chose qui peut intéresser aussi bien l'anthropologue que le psychanalyste. Bon. L'évolution de nos rapports aux morts, c'est tout à fait important. Qui passe par quoi, justement ? Ça ne concerne pas que les mœurs, ça concerne le fait que le siècle XXe a inventé, avec le nazisme, l'idée même que l'on pourrait supprimer des gens en masse, les laisser sans sépulture. Alors effectivement, on peut trouver des précédents, mais à cette échelle, non. Hein ? C'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une existence humaine qui ne soit prise dans une économie mondiale. Voilà. Ça, c'est le premier plan. Laquelle économie mondiale n'est pas nécessairement liée à des impératifs altruistes ou humanistes. Bon. Ça, c'est le premier plan. Bon. Deuxièmement, il y a des forces d'invention et de résistance qui sont locales, qui peuvent être du reste tout à fait régressives. Solution communautariste close, parce que le terme de communauté en lui-même n'est pas un mauvais terme, loin s'en faut, violence identitaire, maladie de l'identité de la deça. On voit très bien quand même ce que ça donne au Japon, le retour d'une certaine extrême droite, que la confection de l'Europe sous l'impératif d'une unité très vite a réveillé une extrême droite qui était quand même passablement apte à se réveiller. Donc, si vous voulez, on voit très bien que le grand défi, c'est le suivant, c'est comment à la fois affirmer des principes qu'on pourrait dire des principes d'invention de nouvelles identités, sans se dissoudre ou sans se cristalliser sur des appartenances communautaires closes. Alors c'est quoi justement pour vous cette invention d'identité ? Ça pourrait être de quelle forme ? Ces identités qui finalement seraient positives de manière individuelle et collective ? Alors, ça passe par la lutte. Je veux dire que les inventions d'identité positive passent toujours par des luttes. Ce n'est pas des inventions esthétiques. Ça a à voir avec l'esthétique. Je vous dirais qu'à mon avis, l'esthétique de la fin du XXe siècle est une réponse, en bonne partie, à la question du destin des corps dans la modernité, de la disparition des corps dans la Shoah, de la déstructuration des corps dans la production industrielle et de la déqualification des corps dans l'exclusion massive qui touche beaucoup de gens. Bon. Maintenant, il y a des inventions qui, par exemple, sont des inventions qui se passent par de nouveaux réseaux de solidarité économique. On voit ça en Argentine. Finalement, il y a des inventions qui se passent par le fait que certains créateurs de richesse se disent qu'au fond, qu'est-ce que c'est que la richesse ? Est-ce que c'est simplement la richesse de l'argent monétaire ou est-ce que c'est la possibilité de mécénat ? Il y a des choses comme ça qui se passent un petit peu partout. Il y a des mouvements de lutte et il y a des mouvements d'interrogation très importants sur qu'est-ce que c'est que le capital, qu'est-ce que c'est que la richesse. Alors, je crois que l'observation de tous ces points-là ne saurait pas être le privilège du psychanalyste,
Mais si je redescends sur ma petite terre à moi, je ne vais pas me mettre à observer le monde sur un balconnet, je ne sais lequel. Mais si je redescends sur ma petite terre à moi, je vais parler de quelque chose de très simple, qui est la demande d'analyse. Quand quelqu'un va voir un psy, d'abord, c'est rare qu'il aille voir un psy en se disant « je vais faire une psychanalyse ». Ça, c'est pas vrai. Quand quelqu'un va voir un psy, grâce à l'alchimie, pour aller mieux. Je sais pas, mais en tout cas, c'est une conséquence heureuse. Là-dessus, moi, je suis très net. La psychanalyse, ça permet d'aller mieux. Bon. Mais très vite, cette demande d'aller mieux rencontre une question. Aller mieux pour être quoi ? Aller mieux pour être comme Monsieur Tout-le-Monde ? Ou aller mieux pour être davantage averti de ses propres énigmes. Okay. Et voilà, et c'est là où la demande d'aller voir un psy devient une demande de faire un travail, comme on dit comme ça, un travail sur soi, un travail de psychanalyse, qui est, au fond, d'aller chercher comme ça des points de réel, des points qui ne sont pas les mêmes que celui du voisin ou de la voisine, des points qui ne nous rendent pas conformes à un idéal conventionnel. On a des termes très embarrassés pour en parler, le désir, le réel, mais enfin quand même ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire que le sujet va rencontrer à la fois ses tentatives de solution et ses échecs de solution pour s'accepter sexuel et mortel. Bon, alors voilà. Donc, si vous voulez, si quelqu'un est pris dans un grand désir de conformité, c'est-à-dire avoir une vie avec des idéaux conventionnels. Et c'est quoi à l'heure actuelle d'avoir encore des idéaux conventionnels ? Oh, je sais pas, moi c'est bien, c'est gagner tranquillement sa vie, pas avoir d'histoire, pas avoir de problème, avoir des loisirs de masse. Si, ça existe, ça. Bon, alors si quelqu'un est ému par l'idée qu'au fond il serait plus confortable pour lui de se plier à des idéaux conventionnels, et puis finalement d'avoir une vie qui n'a jamais qui est sans prise de risque, là vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de demande d'analyse. Donc c'est aussi simple que ça. Et on ne les rencontre pas dans l'exercice de notre profession, ces personnes... Finalement, tous ceux qui souhaitent une psychanalyse sont ceux qui sont insatisfaits du monde, de leur place dans le monde, et qui veulent le faire évoluer, et qui sont peut-être plus intéressants que les autres. Oh non, moi je ne mets pas de jugement de morale plus intéressant, pas intéressant, mais qui veulent avoir une vie plus intéressante que celle qu'ils mènent jusqu'à présent. Un des classiques, si c'en est un, chose, disons, dont j'ai plutôt l'expérience, la demande d'analyse, c'est quelqu'un qui me dit « ça va à peu près, moi, ça va à peu près avec mes gosses, ça va à peu près avec mon mari, ça va à peu près avec ma femme, j'ai pas de gros problèmes d'argent, je vote comme il faut, bon, vous voyez, et pourtant j'ai l'impression d'avoir une vie complètement vide, une vie creuse, voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis à ce point coupé de ce qui me permet de colorer l'existence, de lui donner une puissance d'énigme, de jeu. Qu'est-ce qui fait que je me sens comme une bille qui marche bien dans un roulement à billes, mais qui n'a pas de rêve. Voilà. Ça, c'est une demande d'analyse. Il y en a plein d'autres, des demandes d'analyse. Alors, quels sont, vous, finalement, vos choix, vos orientations qui colorent cette vie, qui la remplissent ? En quoi votre vie est belle ? Elle est remplie ? Elle vous correspond ? Alors, écoutez, si ma vie est belle et remplie, c'est à ceux qui me font l'amour ou l'amitié de considérer que j'ai une importance dans leur propre existence, ce sera plutôt à eux de le dire. Voilà. Moi, je peux dire qu'elle est plaisante. C'est-à-dire que je ne me suis pas éloigné, je ne m'éloigne pas de ce qui me concerne le plus. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qui vous concerne le plus ? Parce qu'on voit dans vos travaux, dans vos réflexions, un certain nombre de thématiques récurrentes. Outre l'art, vous vous intéressez pour le politique, pour les grandes questions de société, tout ce qui est traduit par l'actualité. Vous vous intéressez à des sujets de fond, l'humour, la folie, l'enfance, l'adolescence et ses métamorphoses, l'Afrique mais pas que, et ses guerres, la mélancolie individuelle et
et collective. Oui, c'est ce que j'ai appelé la mélancolisation du lien social. Écoutez, moi je vous remercie parce que vous êtes assez attentif aux quelques traces que j'ai pu laisser sur le net. D'accord. Donc ça c'est sympathique, je vous en remercie. Bon. Mais moi je vois pas ça comme une suite. Je vois pas ça comme une énumération, un peu comme on énumérerait une carte de restaurant plus ou moins, n'est-ce pas, détaillée, variée, comme ça, ou un catalogue de librairie. Alors je reformule la question. Oui. Quel est justement le fil directeur? Quel est le grand œuvre, comme on dirait en alchimie? D'accord. Toujours la référence à l'alchimie à Jung chez vous. C'était pas à Jung, c'était à l'alchimie, mais pas qu'à Jung, là. D'accord, parce que lui, il aimait bien. Écoutez, c'est pas très compliqué à dire, mais c'est prétentieux. Moi, ce qui m'importe, c'est comment la vie psychique se transmet d'une génération à l'autre. Voilà, c'est ça. La vie psychique, c'est la puissance de questionnement, c'est la puissance de désirer, c'est la puissance d'aimer, et c'est pas toujours l'obsession de la sécurité. Je vous donne un exemple très simple. On peut prendre des sites, je vais pas dire leur nom, je sais pas si c'est utile de le faire, mais mi quelque chose, quoi. De rencontres, machin. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Qu'est-ce qu'ils vous racontent, ces idiots? Ce sont des idiots, quand même. Vous pouvez être sûr de tomber amoureux sans être amoureux. Vous pouvez être sûr de faire des rencontres sans risque. Mais quel intérêt? Quel intérêt? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Ça, c'est de la bêtise qui nous dit que peut-être le maximum d'intensité de l'expérience humaine, qui peut-être pour beaucoup de gens l'amour, deviendrait une expérience garantie, sans risque et sans surprise. Vous voyez? Donc, c'est ça la vie psychique, c'est cette possibilité de conserver cette part de risque, cette part de surprise. Voilà, sans masochisme évidemment, sans masochisme. Cette volonté d'expérimenter la vie, cette impatience à trouver pour chacun ce que Rimbaud appelait le lieu et la formule. Voilà. Soit on considère, c'est pas votre cas, je sais bien, qu'après tout, pourquoi se casser la nénette? Si on a une bonne petite participation au puzzle de la vie collective, pourquoi se casser la nénette? Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que la vie collective est importante, mais il n'y a jamais eu, et il n'y en aura jamais, sauf dans le totalitarisme qui massacre avant de s'effondrer, l'idée qu'il y aurait une langue qui dirait la totalité du monde, une façon de vivre qui serait la seule possible, etc., etc. Donc voilà, ça m'intéresse. Alors, effectivement, en tant que psychanalyste, ou simplement oui, en tant que psychanalyste, c'est-à-dire que ça, c'est pour quelque chose dans mon rapport à la psychanalyse, dans mon rapport à la folie, les grandes figures de l'autre, c'est-à-dire ce qui n'est manifestement pas moi, mais ce qui va me permettre de rencontrer ce que je suis peut-être plus en profondeur, les grandes figures de l'autre, j'ai eu le désir de les rencontrer. C'est l'étranger, c'est le fou, c'est l'exclu, ça, oui, j'ai eu le désir de les rencontrer, de les écouter, hein, et de me porter à la hauteur de leur demande de me parler. Ça c'est vrai. Alors, l'autre point dont on a peu parlé, et le temps passe un peu, c'est le rapport à l'art. Voilà. Alors, on peut évoquer le rapport à l'art, si vous voulez, dans notre questionnaire artistique et changer le monde, auquel on peut passer. Oui. Comme ça, on pourra en parler à ce moment-là. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous fait on va des petites réponses courtes et puis on va remailler avec ça. Qu'est-ce qui vous fait rêver, bouger, aimer? Ah oui, je le dis comme ça, c'est l'envie d'entendre une autre langue. C'est pour ça que j'ai été très, très heureusement surpris lorsque vous avez parlé quelques mots de Bambara. Vous êtes conscient de quoi? Je suis conscient de quoi? Les questions sont toujours très ouvertes et très embêtantes. Je suis conscient de ce qui... Si on n'a aucune volonté de changer le monde, alors c'est pas la peine de... On a une existence complètement ratatinée, voilà. Comment s'invente-t-on? À partir de quoi? On s'invente à partir de ces symptômes et de ces quelques moments de fulgurance où on a le sentiment de créer du neuf et du beau.
À partir de ça, comment est-ce qu'on invente le monde ? On invente le monde en permettant d'être affecté par la façon dont l'autre l'habite. Qu'est-ce qui est magique pour vous ? Une note imprévue et juste dans un solo de musique. Voilà. Mais c'est une métaphore, mais je crois que les solos de Django Reinhardt, c'est magique pour ça. Probablement. Qu'est-ce que plus d'humanité ? Plus de patience, moins d'avidité, plus d'humour, plus d'élégance. Qu'est-ce que s'engager ? Accepter d'être rudement combattu. Qu'est-ce que l'homme ? La femme ? L'homme, c'est un projet, la femme, c'est une promesse, les deux, c'est un défi. Vers qui peut-on tendre ? Ou vers quoi ? Vers qui accepte de vous faire confiance tout en supportant que vous ne le compreniez pas trop. Comment devenir soi ? En n'en faisant pas une obsession. C'est qui l'autre ? C'est moi, c'est vous, c'est pas quelqu'un, c'est ce qui se passe entre deux personnes quand on se rencontre. C'est quoi l'univers ? Une équation où il faut essayer de loger ce qui soigne notre destructivité. Qu'est-ce que le sublime ? Le sublime, c'est une espèce de torsion lumineuse de l'espace qui vous élève. Qu'est-ce que la beauté ? C'est ce qui peut faire violence à ce qui tombe trop juste. Quelle est votre richesse ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous aimez donner ? J'aime trop donner des conseils. Non, ce que j'aime donner, c'est rien. Moi. Ce que j'aime donner, c'est du temps. J'aime bien donner du temps. J'aime bien donner de l'amour, de l'amitié. Voilà. Quels sont vos idéaux et comment est-ce que vous faites pour les vivre ? Ça, j'en ai parlé tout au long du speech. Hein. Essayer de ne pas mourir trop idiot, c'est déjà pas mal. Et l'art dans votre vie ? Ah, ça c'est important. Musique, j'en ai besoin souvent. Quand j'écris, je mets de la musique. Oui, c'est absolument important. Je ne peux pas passer un mois sans aller me promener au Louvre, par exemple. C'est très classique tout ça, mais bon. Quelles traces laissez-vous ? À court terme, comme je suis un petit peu graphomane, je laisse beaucoup de tas de papiers rédigés. À moyen terme, certains de mes articles tiennent le coup pendant quelques années. À long terme, j'en sais rien. Comment peut-on changer le monde ? Il faut à la fois de l'espoir, des luttes et de l'esthétique. Petit moment, petit intermède poétique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous lire donc, si vous voulez. Un petit texte que vous avez écrit de moi ? De vous, à partir de là. Bon, d'accord. Voilà, qu'on va retenir d'un point de vue poétique. Ah bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu de quoi vous parlez ? Alors ça, c'est dans un article. Alors, Psychologie clinique, hein, c'est une excellente revue. Voilà. Allez, c'est un article où j'ai voulu mettre en valeur, parce que je parle de mémoire, en valeur, quelque chose de très simple à dire, que la rencontre esthétique n'est pas nécessairement une rencontre avec son miroir. Voilà. C'est pas beau parce que je m'y retrouve, parce que tel tableau représente l'harmonie idéale d'un corps. Enfin, j'ai voulu aller chercher quelque chose d'autre que l'idéal classique, hein, qui loge l'homme de goût, l'homme de science et l'homme de l'art à la même enseigne. Hein. Et je me suis intéressé à
comment on représente ça, le corps humain dans quelque chose qui nous déshabitue du commerce usuel qu'on a avec notre corps. Voilà, ça nous déshabitue du miroir, ça me semble important. C'est-à-dire que, par exemple, je pense qu'une des fonctions du cinéma, elle est presque métaphysique. Voilà, c'est le 7e saut de Bergman, quelque chose qui nous... Le 7e voile, le 7e saut. Oui, hein. Et pour moi, le cinéma, c'est pas du tout un divertissement où on serait content d'aller voir des gens parce qu'ils nous ressemblent. Pour moi, c'est complètement insensé. Donc, enfin, c'est insensé, c'est temps perdu, quoi. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Ce moment où l'œuvre d'art nous déshabitue de ce que j'appelle l'imaginaire. Et là, pour être très clair, je dirais que l'imaginaire n'est pas l'imagination, c'est une notion précise en psychanalyse de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est ce qui nous rend captifs de notre image. Donc ce n'est pas la puissance surréelle de l'imagination. Alors, effectivement, pour moi, l'art n'est pas un spectacle, n'est pas une marchandise, c'est une expérience limite de notre rapport à la musicalité de notre corps, au langage, à la forme. C'est une expérience véritablement limite, donc on en a besoin. Ouais. Dans le questionnaire, je vous ai dit, c'est une question un peu bateau, mais c'est parce que c'est pas les questions qui étaient bateaux, c'est parce que je sentais le risque de ne faire que des réponses bateaux. Mais au fond, c'est ça, voilà. Là, il y a une affinité entre le créateur contemporain, je dirais, et le psychanalyste, c'est de pouvoir aider un sujet pour le psychanalyste ou se faire soi-même sujet d'un dépassement des limites conventionnelles de notre rapport à la mort, de notre rapport à la sexualité, de notre rapport au corps, voilà. Hein, et de faire droit à un savoir inconscient qui viendrait trouer, en quelque sorte, qui viendrait déloger nos certitudes qui sont données par l'idéologie. Alors là, vous avez écrit un texte sur un masque qui se trouve au musée Guimet. Du texte, j'ai fait un lapsus, donc tant que je donne le bon titre, ce qui se crée de mémoire, là où l'imaginaire s'affranchit du narcissisme. Alors, effectivement, c'est un titre un peu... heureusement que je vous ai raconté tout ça avant, parce que un titre un peu spécialisé. Alors voilà, vous voudriez que je lise ça. Alors ça part d'une méditation devant un objet tout à fait insolite, allez le voir, c'est au musée Guimet, c'est le masque d'un souverain Nara, qui est fait d'empilement de bandelettes de chanvre posées les unes sur les autres, ce qui donne à ce masque une puissance extraordinaire ça nous capte, en fait. On peut dire qu'on le regarde, mais en fait, c'est ce masque qui nous trouve son regard vide. Alors, voilà ce que j'avais écrit. Dès avant le miroir, il se peut alors que ces formes actives, mouvantes, encloses en leur puissance, contribuent à ériger des objets interlopes, composites, qui reviendraient faire signe aux vivants, après avoir essuyé de leurs enveloppements les rives de l'immortalité. Leur luxuriance patiemment, artisanalement édifiée, pièce après pièce, chute de tissu après chute de tissu, rappellerait aux vivants le monde des réels dont l'ordre de la parole les a exclus et qu'ils retrouvent en bribes, en fétiche et en présence. L'œuvre qui empile, exude et tord les rebuts, qui donne élan à l'informe, l'œuvre serait alors médiatrice entre les vivants et les morts. Mais l'apaisement n'est jamais total, la nuit de l'œuvre tremble, remue et nous rend insomniaques. Les éclairs qu'elle lance sont aussi des plaies. L'accord avec le spectateur n'est pas encore à l'ordre du jour. Et c'est ce désaccord qui m'intéresse beaucoup. Eh bien, merci Olivier Douville. Pour terminer, un dernier mot, une devise, une citation. Une citation. Le premier homme est un singe qui est devenu fou. C'est une citation de Raymond Queneau. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Douville. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun, pour chacun, et c'est maintenant. Eh ben voilà, ça c'est un beau programme. Merci.